Je propose qu'on commence parce qu'il est déjà 10h03 et il faut finir à 11h. Donc voilà. Moi je vais faire une présentation où je vais présenter quelques bâtiments en pierre. Je suis architecte. Je m'appelle Christophe Aubertin et je fais partie d'un collectif d'architectes qui se situe à Nancy, donc dans le nord-est, en Lorraine. Et on a des fans de Nancy, c'est bien. Un groupe du lycée Loritz, c'est ça. Et donc, je vais faire une présentation qui s'appelle Architecture du savoir-faire. Donc, qui change un peu d'habitude, j'utilisais le titre Architecture de la ressource. Alors, la ressource, c'était au sens large, ça parlait des ressources matérielles, des pierres qu'on a sur un territoire, mais aussi des ressources humaines et des savoir-faire qu'on a quelque part. Mais là, je voulais plus accentuer sur la question du savoir-faire. Et donc, architecture du savoir-faire, ça veut dire essayer de dessiner des bâtiments qui mettent au point des solutions architecturales en lien avec les savoir-faire que nous avons. Donc, être à l'écoute des artisans, être à l'écoute des compagnons, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont envie de faire aussi, et de faire varier un peu l'architecture en fonction de ça. Et de faire varier l'architecture, d'essayer de trouver de nouvelles mises en œuvre. Donc voilà l'agence. Nous sommes aujourd'hui 16 architectes à Nancy, avec 6 associés et une équipe de 10 jeunes architectes pour travailler avec nous. Alors ça, c'est un peu de carte au début. Donc Nancy se trouve dans l'Est, dans le Nord-Est. Nous ne sommes pas une région de pierre avec une pierre extrêmement présente en quantité, comme par exemple dans le Sud, en Provence. Par contre, dans l'Est, on a 4 gisements de pierre hyper intéressants. On a le granit, on a le grès rose, on a la pierre calcaire de Meuse, on a aussi la pierre de Jaumont en Moselle, on a aussi un grès blanc et un grès rose dans la plaine vosgienne. Enfin, ça nous donne des ressources et on le voit aussi à travers l'architecture vernaculaire. La carte à droite, ça montre aussi, c'est une ancienne carte économique de notre région et ça montre que la pierre avait une place assez importante chez nous. La question des architectures vernaculaires, donc c'est les architectures traditionnelles qu'on rencontre dans nos villages, et on voit qu'il y a des savoir-faire autour notamment de la pierre de taille. En Meuse, on a des villages entiers en pierre de taille de calcaire, la pierre de taille de grès rose. On a aussi des choses en granit avec du moellon et des pierres de chaînage. Donc il y a du savoir-faire, donc il y a des artisans et des gisements. Et donc nous, on essaye de faire des architectures qui sont en lien avec leur biorégion. La biorégion, c'est cette notion où on parle d'un territoire non plus en fonction de ses limites administratives, mais en fonction de ses limites géologiques, de ses caractéristiques géographiques et ses particularités naturelles. Et donc, quand on est dans la biorégion la Meuse, par exemple, on a fait quelques bâtiments en pierre de Meuse. Quand on était dans le secteur des Hauts-de-Vosges, on utilisait le granit ou le grès rose. Et quelque chose aussi de particulier, c'est qu'on ne cherche pas du tout à répliquer des solutions régionalistes classiques. Par contre, on se situe plutôt dans une notion de régionalisme critique, un peu comme le définissait Kenneth Frampton, qui était un penseur. Donc c'est faire appel au régionalisme, mais en lui donnant une notion contemporaine. Donc on s'autorise tous les droits sur les formes architecturales et on ne cherche pas du tout à reproduire ce qui existait avant textuellement. Par contre, on s'en inspire beaucoup et on cherche à renouveler de nouvelles solutions constructives. Donc par exemple, ces bâtiments qui n'ont rien à voir avec des solutions traditionnelles et qui assument leur contemporanéité. Pour nous aider aussi sur la question territoriale et la question des biorégions des ressources, on a fait une carte donc, qui se limite à la région Lorraine, à 4 départements, et on a essayé de situer donc, tous nos gisements en bois, en pierre, en fibre et en terre. Et donc on voit bien que les 2 matériaux stars de notre région, c'est la pierre et le bois, parce qu'il y a une tradition, donc il y a encore des gisements qui fonctionnent, de petite taille, et tant mieux si c'est de la petite taille aussi, et des petites entreprises qui donnent des emplois aussi sur le territoire, sur des territoires ruraux. Donc nous, ça nous donne forcément envie de les soutenir, d'utiliser ces matériaux pour permettre de faire perdurer ce savoir-faire et ces emplois.
Et on voit d'ailleurs sur cette carte, alors je ne sais pas si c'est très clair parce qu'on est un peu loin, mais on voit que ça fait référence à la géographie. On voit que le massif vosgien, par exemple, est très riche en matériaux, que ce soit bois ou pierre, que dans la plaine, on en a un peu moins, peut-être aussi parce que c'était plus de développement agricole, mais on a des ressources comme ça. Et on voit les points jaunes en haut de Jaumont, les points roses et gris de granit à droite, et en bas, un peu de points, enfin, à gauche, les points de calcaire un peu beige. Associé à cette carte, on a fait des fiches pour que chacune des ressources soit identifiée et qu'on réussisse à la connaître. Donc là, j'ai mis des exemples de fiches sur les carrières. On voit par exemple qu'en grès rose, on a une belle carrière à Champenay avec un site d'extraction et à proximité un site de découpe et de fabrication de produits prêts à construire. On voit ici donc la carrière de Euville, donc dans la Meuse, une pierre très importante et bien connue dans la Meuse, la pierre de Euville. Donc c'est Rocamatte qui exploitait cette pierre, maintenant c'est Polycor qui exploite ça. Et c'est avec cette pierre qu'on a construit le marché de Saint-Dizier. Alors par contre, ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement, ils ne font plus la découpe sur place. Dans la Meuse, ils emmènent les pierres en Bourgogne, c'est pas très loin, mais ils ont un gros site de taille qui se trouve en Bourgogne. Ça, on le regrette un peu. C'est vrai qu'on préférait que la première transformation, la deuxième, se passe sur le territoire. C'est peut-être des choses qui pourraient être amenées à évoluer, peut-être des ateliers de découpe partagés sur plusieurs carrières. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. On a aussi la carrière de granit, des carrières de granit, comme c'est une pierre qu'on n'a pas encore beaucoup utilisée, ou seulement sur des choses un peu anecdotiques, mais j'avoue que j'ai quand même très envie de construire en granit prochainement, sachant que c'est une pierre magique, qui est extrêmement dure, extrêmement stable, qui résiste parfaitement au gel, donc ça nous donne vraiment envie de pouvoir l'utiliser. Qui a peut-être des prix un peu élevés, parce que c'est quand même difficile à couper, à tailler, à extraire, mais il y a un potentiel très fort. Et aussi peut-être en pierre mince, en pierre pelliculaire, parce qu'elle est très solide, donc là il y a certainement des choses à inventer. Et là, par exemple, la pierre de Jaumont, voilà. Nos fiches, elles ne sont pas terminées. C'est un travail qui est en cours, c'est un travail collaboratif qu'on mène avec la frugalité heureuse et créative. La frugalité heureuse, c'est un mouvement militant d'architectes et de gens qui travaillent sur la question de la construction, de l'aménagement du territoire, dans lequel je m'investis de manière militante, en régional et en national. Et je dois dire une chose aussi, c'est qu'avec la frugalité heureuse, on essaye d'avoir des actions aussi un peu nationales pour intervenir au niveau local, mais aussi au niveau un peu politique. Donc on a mis au point une pétition qui demande une baisse de TVA clair pour les matériaux géosourcés et biosourcés. Parce qu'on se rend compte que c'est tellement dur de lutter contre les matériaux bas de gamme que sont les blocs béton, le PVC, la laine minérale, tous les matériaux un peu de bas de gamme qui sont devenus la norme en France. Et donc si l'État veut vraiment changer les choses, il faudrait peut-être commencer à mettre en place des outils administratifs comme cette baisse de TVA. À savoir qu'il y a un mois, les poney clubs de France ont obtenu une baisse de la TVA pour le fonctionnement de tous les poney clubs. Voilà, donc c'est très bien. On félicite le lobby des poney clubs qui a de beaux arguments. Et ça nous motive encore plus de se dire qu'on pourrait y arriver aussi pour une filière extrêmement déterminante pour la question climatique, la question des ressources, etc. Donc sachez-le, c'est en ligne, j'ai plus le lien, mais vous tapez TVA, matériaux, pétition, frugalité, vous tombez dessus et c'est pas mal de signer. Notamment aussi qu'il y a les journées d'action contre le béton du 9 au 12 décembre menées par les soulèvements de la terre. Donc il y a des actions qui vont se mettre en place. C'est une lutte contre le béton industriel, contre le béton de chez Lafarge, contre les gros groupes. Le béton, ça reste un matériau magnifique architecturalement, mais aujourd'hui, il y a une telle généralité du béton partout qu'on est asphyxié en fait par ce matériau et qu'il est temps de trouver un peu des alternatives et aussi peut-être de construire beaucoup moins. C'est aussi un sujet. Donc, un premier projet que je voulais présenter, c'est dans la Meuse, donc dans le territoire de la pierre de calcaire. Et ça, c'est une extension de maison de retraite, où là, c'est un de nos premiers projets en pierre locale. Et nous, on s'est aperçu
déjà que vers chez nous, la pierre, elle était chère. On la paye plus cher que dans le sud de la France. Par exemple, les carrières de Provence, la pierre du Pont du Gard est beaucoup moins chère. Donc il faut trouver un peu des solutions. Et sur ce bâtiment avec un budget assez faible, on a choisi de construire en bois. Donc ça, c'est tout un bâtiment en ossature bois. Et d'utiliser la pierre uniquement pour le parement de façade. Donc des petites pierres, un peu à l'image des pierres de sol, qui se vendent assez bien en pierre de Bourgogne, et d'utiliser cette pierre, mais en façade, sur un bâtiment bois. Alors aujourd'hui, la pierre pelliculaire, la pierre de façade, on a le droit de l'utiliser de deux manières, en pierre collée ou en pierre agrafée. Et dans tous les cas, ça c'est autorisé que sur des bâtiments inertes, en béton ou en maçonnerie. Donc déjà, le faire sur du bois, c'est compliqué. Et ensuite, la question de la pierre agrafée, on se rend compte que c'est une mise en œuvre qui s'est un peu généralisée, mais qui est en fait extrêmement complexe, extrêmement chère, parce que la quincaillerie coûte cher, la mise en œuvre, c'est très précis, ça met un temps de malade. Donc on obtient toujours des 200 ou 300 euros du mètre carré pour mettre en œuvre un habillage de façade en pierre. Donc là, c'est un peu compliqué. Et donc nous, on a un bâtiment en ossature bois qui est très simple, tramé sur une trame de 60 cm avec la structure. On met au point un modèle de façade avec une trame de 60 qui s'appuie sur la structure, c'est très important. Et ensuite, on vient créer ce principe où on vient refixer des bois en fixation horizontale sur la façade. Donc il n'y a pas besoin de fondation pour la façade, on fonde que la structure. Ça permet de faire une économie. Et ensuite, on fixe ces bois, on met 2 tasseaux en bois sur les madriers qui nous forment comme une espèce de rainure. Et ensuite, on vient glisser les pierres dans ces rainures de manière à les empiler et avoir un système, en fait, comme des cadres en bois qui tiennent de la pierre et qui viennent rigidifier tout ça. L'intérêt de ce système aussi, c'est que par rapport à de la pierre agrafée, c'est très rustique, c'est très épais, et donc ça peut bouger. On a des petits joints EPDM pour absorber les dilatations, et ensuite on peut calculer pour être sûr qu'il n'y aura pas rupture sur ce système. Et donc ça sort à un chiffrage assez économique, à 160 euros du mètre carré sur ce système, donc ça nous intéresse énormément. Et c'est aussi un système qui n'a pas besoin de produits industriels, de produits brevetés. C'est des morceaux de bois, c'est des morceaux de pierre. Donc c'est aussi des systèmes qui sont dans les DTU, enfin pas encore dans les DTU, mais qui sont dans le bien commun et qui peuvent être utilisés librement. Alors on a eu affaire à un ATEX, un avis technique expérimental sur ce projet, ce procédé, pour un petit bâtiment, et donc on a mené cet avis technique, on a fait des tests notamment de rupture de nos petites plaques de pierre pour voir si c'était suffisamment solide. Et à la fin, on a été obligé, alors puisqu'on avait une pierre assez fragile, c'était une pierre de Savonnière dans la Meuse, on a été obligé de varier un peu les pierres et de faire un mix entre de la pierre de Bourgogne et de la pierre de Savonnière. Mais on a quand même 75% de Savonnière avec une épaisseur de 4 cm. Et là, on voit la mise en œuvre. C'est une mise en œuvre réalisée par le charpentier. Uniquement l'entreprise de pierre fournit les pierres, la carrière, et ensuite c'est une mise en œuvre tellement simple qu'un charpentier sait parfaitement le mettre en œuvre. Et ensuite, on obtient ce visuel qui, nous, architecturalement, nous intéresse beaucoup parce que ça permet de varier les façades sur les bâtiments bois. Aujourd'hui, sur les bâtiments bois, on met du bois ou du métal, ou des fois des produits plastiques qui ne nous intéressent pas du tout. Et donc là, il y a peut-être la possibilité de mettre de la pierre sur des bâtiments bois. Et notamment sur des secteurs en ville, en milieu urbain, ça peut être intéressant parce que des fois, un bardage bois en milieu urbain, ce n'est pas approprié. Et d'avoir un mixte avec ces petites lignes de bois qui vont vieillir, qui vont griser, mais la pierre va rester, très belle, vieillit très peu, donc ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et des petits éléments en inox comme ça qui permettent de soulever la pierre pour qu'elle ne soit pas en appui toutes les unes sur les autres. Donc on a un petit joint aussi qui permet la ventilation tous les 1,20 m pour ventiler ça. Et ça, on le répète souvent, c'est que on s'est quand même fatigué à avoir cet avis technique sur ce procédé, et on aimerait bien que ça en reste pas là. Donc s'il y a des archis ou d'autres qui ont envie d'utiliser ce procédé, nous on serait vraiment ravis que ça se passe.
On partage notre avis technique librement et si on a déjà un avis technique comme ça accepté, on peut avoir un avis technique simplifié sur une seconde mise en œuvre. Donc on peut avoir un ATEX beaucoup moins cher à mettre en œuvre. D'ailleurs, je rencontre demain une agence d'archi qui s'appelle Wild Rabbit Architect à Paris et qui vont utiliser ce principe normalement pour une mise en œuvre dans Paris. Ils récupèrent des plaques de marbre sur un bâtiment qui est démonté, donc des belles plaques de marbre en parement, et ils viennent donc mettre ça sur une structure bois de cette manière. Donc on va discuter demain pour voir comment on peut mener la TEX ensemble pour ce procédé. Donc voilà ce bâtiment et à l'intérieur une grande présence du bois qui vient contraster avec la pierre et toujours ce rythme de 60 cm qui est présent un peu partout. Ensuite un autre projet, donc là on est dans le territoire du grès rose, donc on change complètement d'environnement et de biorégion. C'est un bâtiment qui avait gagné le prix Construire en pierre il y a 4 ans, donc on avait été ravis de ça, un tout petit bâtiment. Un office de tourisme, donc c'était la belle occasion pour proposer d'utiliser les ressources locales, c'est-à-dire la pierre et le bois du territoire pour ce bâtiment. Donc ils avaient été très ouverts dès le départ. Et donc plutôt la pierre parce que le bois c'est très répandu par chez nous. Et donc on avait fait ce bâtiment un peu énigmatique et qui interroge et qui donne envie d'entrer dedans. J'aime bien mettre en parallèle ces deux photos parce qu'on voit aussi qu'il y a une espèce de mimétisme entre le paysage, la pierre et le résineux, le pin, le sapin et aussi les feuillus qu'on a sur notre territoire et ensuite la carrière de pierre. Et donc c'est un peu cette idée d'architecture caméléon qui s'imprègne un peu des paysages pour faire des propositions. Donc l'idée toute simple, c'était d'être sur une forme circulaire parce qu'on est un carrefour et on avait envie d'avoir ce rapport au virage et de mettre en œuvre des blocs droits sur une forme courbe et donc de jouer un peu avec cette expression du décalage progressif qui donne un peu un aspect de tressage. On a un peu un jeu de poupée russe, une enveloppe en pierre à l'extérieur et ensuite à l'intérieur on vient mettre une enveloppe en bois totale parce qu'il faut isoler ces murs et il faut bien sûr dans les Hauts-de-Vosges on ne peut pas se contenter d'un mur de pierre. D'ailleurs je crois nulle part en France on peut se contenter d'un mur de pierre et on est obligé de l'isoler. Ça fait mal parce que la pierre c'est tellement beau qu'on a envie de la garder apparente mais je pense que de toute façon on n'a pas le choix et on avait mis quand même en place le dispositif des porches à l'entrée avant et arrière qui permet là de ne pas être isolé et de voir la pierre sur ses deux faces et de comprendre le système constructif. En construction, c'est très simple, c'est 10 assises de 35 cm, une géométrie très pure. Je suis assez sensible à ça, aux géométries très tramées et très pures. On a 32 pierres qui viennent former une circonférence. Les pierres, elles font, c'est des modules de 1 pour 4, elles font 35 par 1m40, 35 1m40, et ensuite on vient dessiner ce bâtiment. Et on pose une toiture plate avec une petite pente, et du coup les pierres du haut font plus que 20 cm, ce qui nous donne un appui de 15 pour pouvoir mettre ces éléments. Donc voilà, et ben, la personne qui arrivait sur la photo, je crois. Hein, ça, c'était donc au moment où on avait taillé les blocs de grès rose, donc avec la carrière de Champnay. Donc c'est une manière d'extraction assez rustique où on explose les blocs de pierre et après on peut faire qu'avec des petits blocs. C'est ça aussi la différence entre chez nous et la carrière de Provence, c'est que quand on voit Gilles Perraudin construire avec des blocs qui font 50 par 1 mètre par 2 mètres, ça nous fait envie, on trouve ça très beau, très massif, mais chez nous c'est impossible d'avoir des blocs de cette taille, donc on redessine en fonction des ressources qu'on a chez nous et ça donne des blocs beaucoup plus petits, et tant mieux. C'est vrai que ce bâtiment, je l'avais déjà dessiné une première fois avec des hauteurs de 70, donc 5 assises, et finalement on l'a redescendu à 35, et c'était intéressant parce que ça permettait donc d'avoir 10 assises et un jeu de trame beaucoup plus expressif. Et ensuite la mise en œuvre ici par une entreprise qui s'appelle Altan, qui possédait la carrière à l'époque, qui sont des maçons de maçonnerie traditionnelle et qui étaient tout à fait opérationnels pour cette mise en œuvre simple. Hein. Là, il n'y avait pas vraiment de choses particulières, il n'y avait pas d'arc, c'est simplement de la pierre empilée, donc on peut faire avec des entreprises assez classiques.
Donc voilà, on est en zone sismique aussi là, et donc la forme ronde avait aussi cet avantage en zone sismique, c'est que ce qui renforce un bâtiment, c'est les angles. Dans les angles, on a des chaînages bidirectionnels, donc ça c'est toujours intéressant. Et le fait d'avoir un bâtiment circulaire, c'est comme si on avait un angle perpétuel, et donc ça stabilisait le bâtiment. Donc au final, on a juste des chaînages verticaux dans les poteaux. Et ensuite, 2 chaînages horizontaux, mais simplifiés avec simplement du mur fort. C'est des petits grillages qu'on met dans l'épaisseur des joints. Ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en œuvre. Et on en a un au-dessus du linteau et un au niveau de la crotère. Et aussi la découverte des matériaux, donc des produits de cette carrière, les blocs massifs, mais aussi là les pavés. Donc j'ai découvert les pavés, et tant mieux parce que c'est vachement intéressant. Ça nous fait des revêtements perméables à l'eau et assez beaux dans le dessin. On peut dessiner des choses assez singulières. Et aussi les dalles sous le porche qui sont des dalles de 6 cm d'épaisseur. Voilà. Un autre projet là, qui se situe à Audun-le-Roman, dans le nord de la Lorraine, où là on a travaillé avec de la pierre calcaire. Et c'est un bâtiment, donc c'est une maison médicale. C'est mon collègue Benoît et Éléonore qui ont travaillé dessus. Et c'est un bâtiment donc, qui est en structure bois et qui a un parement en pierre. Donc ça, c'est une typologie assez efficace constructivement. C'est une typologie, par contre, assez onéreuse, parce que quand on fait ça, on est obligé de mettre une fondation en dessous du mur en pierre. Et on a quand même une pierre de 12 cm d'épaisseur. Et donc, il faut la raccrocher toujours avec les petites agrafes métalliques pour la raccrocher au bois pour éviter le déversement. Mais bon, c'est une solution quand même intéressante qui peut faire penser aux mises en œuvre en Belgique, où ils font des maisons bois habillées par des murs en briques autoporteurs. On dit que c'est autoportant, la pierre sur ce système. Donc là, c'était SNBR qui avait mis en œuvre cette pierre, une entreprise de Troyes. Et c'était une pierre qui provenait des carrières au nord de Paris, Saint-Maximin, je crois, la pierre de Saint-Maximin. Et quand même avec des ouvrages comme les linteaux en plate-bande qui sont intéressants et qui apportent quand même une belle expression. Et aussi un beau moucharabier sur le porche d'entrée avec des petits triangles comme ça qui laissent rentrer la lumière, mais avec quand même une structure béton derrière le moucharabier pour le stabiliser, parce qu'avec une pierre fine de 12, on n'est pas suffisamment épais et solide pour se tenir tout seul. On voit aussi les petites fentes à certains endroits qui permettent de ramener une ventilation et d'évacuer l'eau derrière, entre le mur de pierre et le mur de bois. Ensuite, un projet qu'on a livré au mois de mars 2023, donc il y a quelques mois, qui est un bâtiment un peu phare de notre travail et où on a pu un peu pousser quelques sujets. C'est le marché couvert de Saint-Dizier, donc au centre-ville de Saint-Dizier. Saint-Dizier, c'est une ville qui est plutôt en souffrance. Hein. C'est une ville qui a perdu 30% de sa population au cours des 30 dernières années. C'est le genre de petite ville où il n'y a plus beaucoup d'emplois, où le centre-ville se dévitalise au profit des périphéries. Et donc il y a tout un travail, une opération cœur de ville, donc subventionnée par l'État, pour revitaliser le cœur de ville. Et donc le projet du marché couvert était assez déterminant sur toute cette revitalisation du cœur de ville. Donc on se trouve à cet endroit-là, en lieu et place de l'ancien marché couvert qui était très vétuste et qui tombait en ruine. Donc on a démoli et reconstruit. Et on vient dialoguer à la fois avec le centre-ville et aussi avec la proche périphérie, parce qu'on est un petit peu en limite. Alors, pour ce bâtiment-là, j'avais expliqué qu'avant, on avait travaillé avec SNBR pour le projet d'avant. Et il se trouve que quelques mois avant le concours, on va visiter les locaux de SNBR, donc à Sainte-Savine, près de Troyes. Et là, on découvre des artisans qui nous ont vraiment impressionnés, parce que déjà, ils ont un bâtiment magnifique qui a été dessiné par Giuseppe, qui est là. Avec des grands arcs en pierre qui franchissent 15-18 mètres, je crois. 4 arcs en pierre et ensuite des caissons bois qui viennent couvrir ce bâtiment. Donc déjà un bâtiment très beau et des grands arcs avec un savoir-faire et donc un savoir-faire technique mais aussi un savoir-faire économique. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une entreprise qui était capable de nous le chiffrer précisément, le prix de ces arcs.
Et ensuite, chez SNBR, il y a plein de petites expérimentations, des petits objets en pierre qui trônent autour de leur bâtiment. Et ça change un peu l'idée qu'on a, nous, des entreprises du bâtiment qui sont que là pour faire du chiffre, bosser le moins de temps possible. Et là, on trouve des entreprises un peu passionnées qui ont envie de faire des choses un peu singulières. C'est aussi des choses qu'on découvre pas mal dans l'environnement de la pierre et du bois. Donc des compagnons, des charpentiers, des tailleurs de pierre qui ont envie de faire du bel ouvrage. Donc voilà un peu le type d'ouvrage qu'ils réalisent. Ils travaillent aussi sur ces techniques qui associent les câbles en acier et la pierre. Ça, c'est des techniques qui m'intéressent de plus en plus parce que ça peut ouvrir à de nouvelles expressions. Utiliser la traction d'un câble en acier avec de la pierre qui peut du coup diminuer, ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, on s'est dit, il y a au moins une entreprise dans le coin qui saura répondre à notre appel d'offres. Donc, on va dessiner des arcs, on va dessiner un bâtiment avec des grands arcs en pierre. Des références historiques pour ce marché, sans être dans le mimétisme, mais en réinterprétant quelques notions comme les arcades, comme la distribution du plan. Et ensuite, des ressources locales en termes de matériel, mais aussi de savoir-faire, la pierre, le bois et la fonte qui étaient propres à Saint-Dizier. Voilà donc le plan du bâtiment qui est très simple, 3 allées longitudinales, 3 allées transversales et des étals qui s'organisent comme ça. Un grand auvent côté est pour tous les marchands du samedi matin qui s'installent à l'extérieur sur une zone abritée. Voilà donc un peu les deux mises en œuvre sur lesquelles se base tout le projet. C'est des mises en œuvre de matériaux, de blocs de matière brute, simple. Un bloc de pierre, on le taille et on l'empile, et par simple compression, on obtient un arc avec une très belle courbe, et ça, c'est chouette. Et ensuite, le bois, sur un modèle de charpente qu'on avait déjà réalisé avant, avec un système à forte densité, où on fait des petits décalages progressifs, et on vient s'adapter et créer une surface gauche en sous-face qui forme une structure. Ensuite, ce bâtiment, donc, il a eu quelques péripéties, notamment sur la charpente, parce qu'il se trouve qu'on est sur un site compliqué. En dessous, on a une rivière qui passe. Là, on voit la rivière qui s'engouffre en dessous. Et en dessous, on a des caves avec des chauves-souris protégées. Donc, on a dû abandonner la charpente bois pour ce projet et revenir à un système de charpente métallique, donc qui nous a quand même bien fait mal au cœur d'abandonner le bois. Une charpente métallique qui vient suspendre la dalle en béton en dessous. Et donc, ça devient un peu un ouvrage d'art qui franchit comme ça au-dessus de la rivière. Mais on tenait beaucoup à la présence du bois en intérieur, donc on s'est amusé sur un ouvrage de seconde œuvre qui est un plafond ajouré en petites sections de bois et qui vient donc jouer avec les hauteurs structurelles, c'est-à-dire un bas de poutre, un haut de poutre, et on vient donc faire danser ce voile de bois qui vient recréer tout un plafond et apporter un rôle acoustique et qui vient cacher les canalisations, les tuyaux qu'on a au-dessus, etc. Et qui nous permet de tenir aussi cette charpente ondulante qui vient naturellement dialoguer avec les arcs en pierre qui sont sur les façades. Il y a eu de l'évolution sur le dessin des arcs en pierre. Ça, c'était les dessins au moment du concours, où on était un petit peu maladroit et on avait dessiné des arcs en parabole sur les façades longues et des arcs surbaissés en anse de panier pour la grande façade, parce qu'on avait cette idée de se dire on porte beaucoup, mais on veut qu'il soit assez bas. Donc on était parti sur un arc surbaissé. Ça, c'était les premières hypothèses. Et ensuite, après avoir gagné le concours, on a été chercher de l'aide auprès d'un ingénieur structure qui s'appelle Jean-Marc Veil. C'est le bureau CE Ingénierie à Paris, qui est un bureau d'études qui adore les défis, qui adore tous les matériaux et qui s'est totalement plongé dans la question de la pierre. Et on est plutôt parti avec lui sur une forme d'arc en chaînette. La chaînette, c'est tout simplement on suspend une chaîne et on obtient un galbe très précis d'un arc. Et celui-ci, si on le retourne, il a une stabilité assez naturelle qui fonctionne très bien. Et la chaînette, ça peut s'adapter à des proportions très étroites, des proportions moyennes, mais aussi des proportions très étirées. Et donc, ça prend une forme surbaissée aussi ici. Et les arcs en chaînette qu'on connaît tous, c'est les arcs de Gaudi à la Sagrada Familia ou à la Casa Batlló, où il a utilisé un peu cette forme.
Donc on a redessiné ces arcs et on a abouti sur 3 typologies, le petit, le moyen et le grand, qui sont tous les 3 des chaînettes et qui ont cette familiarité assez naturelle. On a des soubassements en béton, hein, des blocs en béton qu'on appelle des culées, qui viennent recevoir les arcs et qui se raccrochent au système de fondation en dessous. Donc ça, c'est le modèle de SNBR qu'ils avaient fait avec donc, tous les modules de pierre qui permet de tout détailler pour être prêt à découper et prêt à la fabrication. Et donc ça, c'est l'évolution entre la forme surbaissée et la forme en chaînette. Et ça, c'est des évolutions qu'on aime beaucoup et qui nous amènent vers une solution logique structurellement et qui lui donne finalement une belle proportion et un beau profil. On a eu toute une étape de recherche qui était assez intéressante parce que l'ingénieur nous disait qu'il y avait un problème parce que notre arc, il était chargé de manière différentielle. Un arc, c'est bien quand il est chargé pareil partout. Et là, on avait peu de chargement en tête et beaucoup de chargement sur les reins. Donc, il y avait eu une étape où on essayait d'alléger les reins et de créer peut-être un mouche arabier et d'évider en pierre sur les reins. Donc on avait regardé ça, mais ça nous posait des problèmes en termes de retenue d'eau, de salissure, ça posait des questions. Et au final, j'ai pas tout compris, mais il s'est avéré que ça tenait quand même en gardant un mur plein au-dessus de l'arc. Donc tant mieux. Et ensuite, ça, c'est les différentes façades. Et ça, c'est une image aussi pour raconter que notre grand arc qui franchit donc 27 mètres, il crée une poussée très forte sur les 2 côtés, hein, on le comprend assez naturellement. Et donc un peu à la manière de Louis Kahn, quand il fait ses arcs en briques et qu'il met un tirant en béton en dessous pour reprendre les poussées, nous on a eu besoin de mettre un tirant très performant, qu'on ne voit pas, qui est sous le sol et qui reprend les poussées du grand arc en dessous des 2 culées A et B. Donc pour l'anecdote, puisqu'on n'avait absolument pas le droit à une déformation ne serait-ce que de quelques millimètres, on a mis en place un tirant renforcé à base sur la technique Fraissinet avec des câbles en acier très performants qui empêchent d'avoir la moindre dilatation sur ce tirant. Ensuite, sur la question de la ressource, donc ça c'est les carrières de Euville qui ont fourni les blocs de pierre dans la Meuse. Donc c'était Rocamat, maintenant c'est Polycor. Et à Euville, ils ont 2 pierres. Ils ont la Euville classique et ils ont une pierre, c'est la Euville Gévaux, qui est une pierre un petit peu moins qualitative, qui a un petit peu plus de défauts, mais qui est très... mais en fait, ils avaient un stock énorme qui était déjà découpé et donc ils avaient très envie que ce bâtiment qui se trouve non loin de leur site soit réalisé avec la pierre de Euville. Donc on est allé voir ça et on est parti sur une réalisation en pierre de Euville avec ces blocs qui étaient déjà en carrière, découpés de longue date. Et qui convenait bien pour un usage très massif, alors que la pierre de Euville, aujourd'hui, ils l'utilisent beaucoup pour du patrimoine, donc en petite dimension, et ils le vendent plus cher de cette manière. Ensuite, les blocs ont été découpés à 2 endroits. Tous les blocs Écari simples ont été découpés par Rocamat dans les ateliers de Bourgogne. Et les blocs avec des sections, avec des découpes plus courbes et plus particulières ont été découpés par SNBR à 3. Donc ça, c'est les blocs de SNBR et avant, c'était les blocs de Rocamat. Donc SNBR a notamment réalisé ces découpes qu'on voit sur le grand arc. Ces découpes courbes, c'était une découpe qu'ils avaient déjà fait sur leur bâtiment avec Giuseppe et qui permet d'avoir des emboîtements plus costauds entre les pierres et moins de glissement potentiel et plus de surface d'accroche. Et en plus, ça donne un dessin particulier qui nous intéressait beaucoup, bien entendu. Et ensuite, les pierres, quand elles étaient livrées sur le chantier, on a eu une petite frayeur parce qu'il y avait quelques pierres, notamment celles des grands arcs, qui avaient des fissures. Je ne sais pas si on les voit là, mais on voit des fissures qui traversaient les pierres et qui nous inquiétaient beaucoup. Et donc là, notamment pour le grand arc, on voulait prendre aucun risque. On ne savait pas si c'était des fissures superficielles ou des fissures à l'intérieur qui pouvaient occasionner des risques. Donc, je croyais avoir mis des images. Donc là, en fait, on a travaillé avec une technique du CTMNC, le Centre technique des matériaux naturels de construction, qui a un stand là-bas et qui développe des outils pour aider la construction en pierre. Et ils ont mis au point un outil avec un système de radar à ultrasons
qui traverse la pierre et qui permet de scanner la pierre et de voir s'il y a des défauts à l'intérieur du bloc. Donc on a mis en place ça, ils sont allés scanner des pierres et on a extrait une dizaine de pierres qu'on a considérées comme mauvaises et qui ont été retaillées par l'entreprise. Et c'était intéressant parce que certaines pierres qui nous inquiétaient visuellement se sont avérées correctes et d'autres qui ne nous inquiétaient pas se sont avérées défectueuses. Donc ça, c'est des solutions, comment dire, d'ingénieurs qui nous intéressent beaucoup parce qu'elles aident à utiliser des matériaux qui ont des petits défauts. Et si on veut utiliser des ressources naturelles locales qui des fois ne sont pas les matériaux au top, c'est intéressant d'avoir cette assistance de certains outils dernier cri qui permettent de valider l'usage de tel ou tel matériau. Ensuite, ça c'est la mise en œuvre sur les façades longues avec des cintres en contreplaqué plutôt simples avec une armature en madrier en étoile. Et ensuite, ils sont venus construire les arcs petits et moyens avec une méthode assez intelligente de SNBR avec un échafaudage de part et d'autre. Au-dessus de l'échafaudage, un toit en bac acier qui leur permet de tout couvrir et de bosser à l'abri. Et sous ce toit, un rail avec un IPN qui fait donc 50 mètres de long, qui fournit un rail. Donc ils emmènent la pierre au début du rail. Ils accrochent la pierre à une petite grue mécanique qui se trouve là. Et ensuite, tac, ils la glissent où ils veulent, ils la descendent, elle vient se mettre en place. Donc il y a quand même une certaine complexité de mise en œuvre un peu tout cet équipement, mais une fois que c'est mis en place, il y avait une vraie rapidité d'exécution. Et les échafaudages servaient ensuite à venir réaliser les joints dans un second temps. Donc là, on voit les blocs de pierre qui sont mis en œuvre sur les arcs petits et moyens, sur les culées en béton. Donc des techniques tout à fait traditionnelles. Et ça nous faisait tellement plaisir de mettre en œuvre, de venir mettre en œuvre ce que les compagnons ont appris à faire sur des franchissements. De se dire aussi qu'ils ne font pas que de la rénovation de monuments historiques, mais que ce savoir-faire peut être mis en œuvre sur des bâtiments neufs. C'était un grand plaisir, je pense, partagé avec l'entreprise. Donc voilà les arcs. Voilà ensuite sur les grands arcs, là c'est un autre type de coffrage un peu plus cher, donc c'est un grand cintre en lamellé collé, puisqu'il y a quand même un franchissement conséquent. Et ensuite les pierres qui sont posées les unes après les autres. La pierre, la clé qui n'est pas mise par le dessus à cause des vagues, mais qui est glissée latéralement. Et ensuite ces percements aussi sur les pierres qui interrogent beaucoup. Pourquoi il y a un trou qui nous fait penser à un trou de banche comme dans le béton. Donc là, c'est un trou qui se trouve au centre de gravité de la pierre et qui permet d'avoir un axe et de porter la pierre. Et puisqu'on est au centre de gravité, on peut très facilement avec un doigt la faire pivoter dans un sens ou dans l'autre et la mettre exactement dans la position qu'on souhaite. Et ensuite, le bâtiment réalisé. Ces trous qui sont devenus des petites cachettes à oiseaux, ça nous fait sourire, ça nous fait penser aux chauves-souris et à tout le mal qu'on s'est donné pour les chauves-souris et pour le règne animal. Ça fait beaucoup d'argent, mais finalement, il est peut-être temps que l'homme s'inquiète un peu aussi à ses cohabitants et certainement que ça valait le coup de mettre en œuvre tout ça. Ces arcs et donc le rapport entre la charpente en bois, le plafond bois et les arcs ici. Les culées, c'est un béton beige teinté. Et ensuite, on a nos culées. On a volontairement fait des joints affleurants sur tous les appareillages, sauf sur le joint de l'extrados des pierres. On l'a creusé plus pour un peu souligner davantage cette ligne. On a des arcs aussi qui sont à géométrie variable. Ils sont plus épais en bas et plus fins en haut. Donc d'un point de vue statique, ça nous intéresse, mais aussi d'un point de vue architectural, on trouvait que ça renforçait une certaine dynamique dans la mise en œuvre. Ce rapport un peu comment dire, différent entre le jour et la nuit, où là, c'est vraiment la charpente qui apparaît et la pierre qui s'efface quand on allume les lumières à l'intérieur. Les grandes menuiseries en aluminium, et ensuite le marché, qui est très populaire, qui est très simple, qui vient prendre place sous ce grand bâtiment et qui fonctionne carrément, quoi. C'est aussi l'intérêt d'avoir une architecture
audacieuse, une architecture aussi un peu patrimoniale, qui fait qu'il y a une acceptation directe des habitants, et c'est devenu un lieu de vie très fort, où il y a aujourd'hui 4 jours d'ouverture du marché. Avant, c'était 2 jours. Hein. On est dans une petite ville, hein. On n'est pas à Nancy, on n'est pas dans ce genre de ville. Et donc là, ça commence à prendre. Il y a une brasserie à l'intérieur qui est ouverte quasiment tous les jours. Et voilà, ça devient intéressant. Des espèces de luminaires et d'objets comme ça qui rassemblent tous les fluides, la lumière, le chauffage, etc. pour un peu libérer la charpente et la résille en bois. Des aménagements extérieurs en lien. Alors ça, par contre, c'est de la pierre d'Espagne. Hein. On retombe dans la réalité des fournitures actuelles, où aujourd'hui, quand on veut des gros volumes, c'est très souvent une pierre d'importation qui l'emporte. On n'a pas réalisé les aménagements extérieurs, mais après, je comprends tout à fait que sur des questions budgétaires, ils aient fait ces choix, ou alors il aurait fallu penser le projet tout à fait différemment, mettre moins de pierres, mettre des choses différentes. Enfin, c'est de la pierre calcaire d'Espagne. Et ici, donc le jeu des volumes entre la petite travée, la moyenne travée et les denrées alimentaires qui prennent place. Il y avait bien sûr aussi sur notre question des ressources constructives locales. On fait très souvent référence au milieu de l'alimentation et de la gastronomie qui ont une longueur d'avance sur le bâtiment, où là il y a une vraie sensibilité du public déjà sur le fait de se nourrir et d'aller faire confiance à des petits producteurs et des ingrédients produits localement. Et on pense que cette mentalité, cette vision, elle est en train d'arriver petit à petit chez les gens, privés ou publics, et que cette volonté de construire avec des matériaux locaux, c'est aussi toute cette poésie et tout ce discours et cette histoire de la provenance des matériaux qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, les espaces intérieurs. Le grand arc qui est très monumental et qui ramène un nouveau symbole assez fort dans la ville. Voilà. Un autre projet, c'est le parvis, un petit parvis d'une place en grès rose. Donc je passe assez vite, mais c'est en face d'un bâtiment du Corbusier, où on a utilisé le grès rose de Champenay aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est un travail de gravure et de dessin sur ces pierres, qui a été donc des textes qui racontent l'histoire de la manufacture du Val du Corbusier et de la reconstruction de la ville de Saint-Dié. Et ici, c'est réalisé de manière totalement artisanale. Et ça nous plaît beaucoup aussi. On n'est pas obligé toujours d'aller chercher l'outil numérique, d'aller chercher la gravure. Et tout simplement un pochoir, il imprime la pierre et ensuite il vient faire ses dessins, il vient gratter, il prend du temps. Un artisan qui est occupé pendant des semaines sur ce site, des habitants qui passent et qui disent « mais qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous, vous gravez encore à l'ancienne ». Et ensuite une petite peinture. Et ça, je pense que c'est aussi des choses à garder en tête, que bien sûr on a des nouveaux outils, mais que la main de l'homme et le savoir-faire traditionnel, c'est aussi toute une poésie et toute une histoire à conserver. Ensuite, un projet en cours qui est très important, parce que ça, c'est une petite maison dans Nancy, et ça nous permettait de montrer et de tester la faisabilité de construire en pierre avec un budget normal. Donc ça, c'est une maison, allez, moyen plus, c'est 400 000 € de budget pour une maison pour une famille avec 3 enfants, 400 000 € hors taxes. Et on voulait donc utiliser un peu ce qu'on avait appris à Saint-Dizier, c'est-à-dire avec de la pierre, avec des mises en œuvre d'arc et des mises en œuvre un peu singulières, artisanales, des savoir-faire. Et donc, pour cette maison, on a déjà choisi un plan très simple, un plan rectangle. On a 2 façades pignon sans percement et ensuite on met tout le travail sur les 2 façades frontales. Sur la rue, on a 4 travées. On a 4 porte-fenêtres en bas et on a 4 fenêtres à l'étage. Et les 4 chambres hein, à l'étage, c'est très rationnel. Et par contre, à l'arrière, on a le séjour qui s'ouvre sur un jardin plutôt beau. Et donc là, on voulait mettre une grande forme de cintre, une grande baie cintrée pour donner une vue magnifique sur ce jardin. Et ensuite, à l'intérieur, on est en plancher bois avec des solives, on est sur de la menuiserie, on a de la pierre au sol, on a un poêle pour chauffer tout ça, et ça nous permet de réduire les coûts. Et le plancher bois permet aussi de supprimer les ponts thermiques.
Donc là, ça nous permet de garder la pierre à l'extérieur. Alors oui, thermiquement, on aurait vraiment mieux fait de la garder à l'intérieur, mais quand même, la pierre, c'est un matériau qui convient parfaitement pour faire un mur extérieur, donc on a choisi de la laisser dehors et de couper le pont thermique avec le plancher bois. Donc on a dessiné cette maison de cette manière. Ensuite, on a eu tout un travail un peu pour préciser et affiner. Donc ensuite, on a retenu l'entreprise. Donc c'est Sébastien Delia qui se trouve ici, qui a eu le marché pour construire ça. Et avec Sébastien, on a refait tout un travail parce que on était trop cher, normal, hein, sur tous les corps d'État. Et on s'est dit comment on peut réduire le prix. Donc déjà, c'est une pierre fine. Hein, ça, dès le départ, on voulait une pierre de 20 cm d'épais parce qu'on pense que la pierre, il n'y a aucune raison de la mettre à 40 ou 50 cm d'épais. Alors peut-être que c'est beau d'avoir des profondeurs et tout ça, mais ça fait des consommations de pierre monumentales et ça fait de l'argent, mais ça fait aussi de la ressource, c'est de la matière qui est précieuse et ça ne sert à rien de l'utiliser dans des trop grandes quantités. Donc pierre fine. Et ensuite, sur cette première version où on avait des cintres en bas et des cintres en haut, on était un peu trop cher sur la façade sur rue. Et on a fait différents tests en reprenant des fenêtres un peu plus rectangulaires à certains endroits, en reprenant la forme aussi du grand galbe de la fenêtre arrière. Et à chaque fois, il y avait une notion de prix qui s'ajustait légèrement parce qu'on n'avait plus besoin de cintres, parce qu'on pouvait construire plus rapidement, etc. Donc on a fait ces tests là. Et qui nous faisait aussi... donc là, c'est marrant parce que là, on flirtait quand même avec des systèmes très classiques de construction sur comment les anciens pensaient une façade, pensaient les rythmes, pensaient les travées. Et à la fin, on est arrivé sur ce système. Donc sur la façade sur rue, on est sur des encorbellements très légers et on essaie d'avoir la même courbe qui se poursuit sur la porte-fenêtre et la fenêtre. Et on a ce dessin qui nous fait des courbes très tendues de cette manière. Et on a sur la façade sur rue, donc au-dessus des porte-fenêtres, un arc en plate-bande, parce qu'on franchit 2 mètres, je crois. Et à l'étage, on a simplement une pierre qui vient former le linteau. Et ensuite, en dessous, sur la façade jardin, on a repris le grand arc, on l'a fait beaucoup plus aussi vertical, ce qui nous permettait de monter les 2/3 de l'arc sans coffrage, par encorbellement progressif, et de fabriquer un cintre seulement pour la partie haute et le poser sur étai. Donc là aussi, on était plus efficace et plus économique. Et ensuite, donc, ils se sont mis au travail. C'est des photos très récentes parce que la partie pierre s'est terminée il y a 2 semaines. Et donc un travail d'artisan très classique finalement, 2 compagnons qui viennent se prêter la main pour un chantier à un endroit. Donc Sébastien s'est associé à des compagnons de Bourgogne. Ils sont venus 3 semaines sur site et ils ont monté ça avec une grue. Donc une grue et des blocs de taille moyenne. Et ensuite ils ont monté ça. Donc là on voit le grand arc avec la partie du cintre qui va être mise au-dessus pour former ça. De cette manière. À droite, les dessins informatiques. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, par rapport à l'outil numérique et le savoir-faire de 2023, on a une bonne combinaison à cette échelle, je trouve, entre un artisan qui sait parfaitement tailler, construire, et l'outil numérique qui permet de modéliser pierre par pierre. Et on a le même type d'entreprise pour la partie bois. C'est un charpentier compagnon, pareil, qui a une trentaine d'années et qui manie parfaitement la 3D. Et donc, ils ont chacun modélisé très précisément leurs ouvrages et on a pu travailler tous les emboîtements de chacune des solives, de la charpente et de tous les bois dans la pierre. Et ensuite, les arcs en plate-bande. Là, pareil, je me rends compte qu'un arc en plate-bande, en fait, ça coûte pas cher parce que c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à coffrer. On taille les pierres en biais, on les met, on laisse sécher quelques jours et ensuite on décoffre et ça fonctionne. Et ensuite, là, on voit les réservations pour les solives en bois qui vont venir et le dessin de ces joints qui vient apporter quelque chose d'intéressant. Et pour conclure sur ça, ah oui, peut-être j'ai oublié de dire que sur la maison avant, c'est pas une pierre locale. On en est un peu triste, mais il s'avère que la pierre de Meuse, on était hors budget.
Alors, c'est pas leur faute, c'est pas ma faute, mais on n'arrivait pas à la construire. Donc, on est allé chercher une pierre proposée par Sébastien, qui se trouve autour de Poitiers. Oh, autour de Poitiers, ça s'appelle la pierre de Minier. Et là, on a deux pierres. On a la pierre de Minier et la pierre de Bretigny. La pierre de Minier, elle est plus tendre, elle est extraite en carrière souterraine. Donc ça, c'est 95% de l'ouvrage. Et ensuite, on a de la Bretigny pour faire les pierres qui posent au sol, les plus en dessous, et aussi les tablettes de fenêtre qui sont en Bretigny, qui est une pierre plus dure. Donc nos tablettes de fenêtre, elles sont entièrement taillées avec toutes ces facettes dans un seul bloc de pierre, et ça nous plaît aussi beaucoup. Ensuite, pour conclure, je veux parler d'une rencontre et d'expérience faite avec des confrères qui sont en Angleterre, des tailleurs de pierre qui s'appellent The Stone Masonry Company. C'est des Français qui tiennent ça, qui m'avaient invité à présenter un projet lors d'une expo en 2020 à Londres. Ça s'appelait The New Stone Age. C'était une expo menée par un architecte, Amin Taha, par un ingénieur, Steve Webb, et un artisan, Pierre Bidot, de Stone Masonry Company. Et lors de cette expo, j'ai découvert leur travail sur la pierre câblée. Le fait de prendre des pierres et de s'autoriser le fait de mettre un câble en acier qui traverse et qui change complètement la donne sur les capacités de la pierre. On est sur des choses qui s'apparentent quasiment au béton armé en fait. On peut mettre des pierres, donc là on le voit peut-être pas bien, mais c'est une grande poutre qui fait 10 mètres de long. On a des pierres qui font 80 cm, qui sont posées les unes à côté des autres. Bien sûr, ça ne tombe pas, mais il y a 3 câbles qui traversent tout ça. C'est mis en tension très fortement avec des platines en acier de chaque côté, et cette compression fait qu'on obtient une poutre très solide. Et ils maîtrisent parfaitement cette technique. Ce n'est pas les seuls. SNBR, par exemple, maîtrise tout à fait ça. Et tout à coup, on peut envisager d'autres choses. Là, on a une poutre qui porte 10 mètres, qui doit faire 60 cm de haut, 20 cm de large, et elle franchit 10 mètres. Donc on est quasiment plus compétitif, plus optimum que le béton sur ce type de franchissement. Et donc ça nous permet peut-être de réfléchir autrement, et peut-être aussi de réfléchir à affiner la pierre. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que je pense que, comme je disais, c'est une ressource précieuse, et que si ça permet, par le fait de mettre un câble, de réduire la section d'un poteau, de réduire la section des poutres, on sera moins cher, on utilisera moins de matière, et en plus, on aura peut-être d'autres expressions possibles. Donc avec Stone Masonry Company, ils m'avaient demandé de dessiner un hangar pour étendre leur site de production, et on avait réfléchi à des portiques en pierre. Vous voyez, ils sont très fins. On a les poteaux, on a les poutres, on a la poutre, on a la ferme de charpente, et on a des connecteurs en partie haute. Et l'idée, c'était de rhabiller tout ça avec des caissons en bois pour faire l'isolation. Voilà. Et ensuite, ce dessin, c'est l'apport de Steve Webb, l'ingénieur, qui avait donc reprécisé tout ce système, et il avait apporté un détail que je trouvais vraiment, vraiment bien. C'était nos connecteurs en acier qui venaient dans les angles. Lui, il a dit, mais il n'y a aucun besoin de les faire en acier, on va les faire en pierre, et on va associer, par contre, une pierre très dure, parce que ce sera très sollicité. Donc lui, ce qu'il montre, c'est que les pierres des angles, là, il les met en gris foncé. Donc ça peut être un granit, par exemple, qui vient faire les connecteurs d'angle, et la connexion au faitage. Et ensuite, on a une pierre calcaire plus simple qui vient faire les parties longues. Et on câble en vertical, on câble en horizontal de cette manière. Et ça, voilà, je trouve très important de le dire pour que chacun puisse un peu approfondir cette recherche. Et moi, je serais très content d'avoir une commande qui arrive où on puisse un peu approfondir aussi ce type de mise en œuvre sur un bâtiment à prix correct, sur un bâtiment qui développe de nouvelles expressions. Et certains puristes pourront se dire que ça dénature un peu la nature de la pierre, qui est un matériau de compression et un matériau seul. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que ça ouvre des voies intéressantes. Et de toute façon, j'ai fini. On me fait signe d'arrêter. Et puis ça, c'était la dernière diapo. C'est juste dire qu'on est présent sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à nous suivre. Et on raconte un peu les histoires. On essaye d'avoir des articles assez didactiques où on explique les chantiers, on explique un peu les projets réalisés, nos intentions. Et voilà, donc n'hésitez pas à suivre. Merci beaucoup de votre attention. Je finis, il est 57, c'est pas mal. Il y a Giuseppe qui parle dans 3 minutes. Peut-être s'il y a quelques petites questions, on peut avoir quelques petites questions.
ou sinon on pourra voir ça après la présentation de Giuseppe, on pourra avoir des questions communes. Voilà.